Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de On analyse vos actions. Et aujourd'hui, on va analyser les actions Maison du Monde et Coface. N'hésitez pas à commenter l'action que vous voulez que j'analyse, je le ferai dans un délai d'1 à 3 semaines, ça dépend du nombre de demandes que j'ai. Et allez, c'est parti, on attaque avec Maison du Monde, qui est spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation d'articles de décoration et aussi de mobilier. Aujourd'hui, Maison du Monde, c'est une enseigne de distribution d'ameublement et de décoration qui est présente dans 12 pays avec 376 magasins et qui emploie un peu moins de 10 000 collaborateurs. Le chiffre d'affaires, il se répartit avec environ 60% de ventes d'articles de décoration et 40% de mobilier. La commercialisation, elle est assurée à travers un réseau de magasins qui représente environ 71% du chiffre d'affaires. Et on a aussi la vente en ligne qui représente du coup 29% de ce chiffre d'affaires. Et on a aussi en termes de répartition géographique un chiffre d'affaires qui est réalisé à hauteur d'à peu près 54% en France et le reste à l'international, mais beaucoup en Europe et aux États-Unis. Donc en termes de diversification, on oublie tout le continent asiatique et on reste sur de l'Europe et un petit peu d'États-Unis. En termes d'actionnariat, on voit que en majorité c'est une entreprise qui est possédée par Majorel. Ensuite, à 6,5% à peu près, on a Maison du Monde. Mais on retrouve quand même des gros fonds comme Vanguard ou encore JP Morgan. Donc ça peut être intéressant. On voit aussi que les employés sont pas très présents. Là je les vois pas du tout, sont pas présents dans l'actionnariat. C'est pas un point négatif, mais ça aurait pu être sympa pour l'alignement justement avec les investisseurs. Alors, on va commencer par se demander si Maison du Monde c'est un leader, donc dans son marché, en termes de distribution, de décoration et de mobilier. En France, effectivement, c'est une marque qui est connue, qui est reconnue. En Europe aussi, elle est moins présente dans le reste du monde. Donc, on peut considérer que dans le marché français, effectivement, on peut considérer que c'est un des leaders, pas le leader. Donc, cette case, la case de est-ce qu'on est leader sur le marché, elle n'est pas totalement remplie. Ensuite, est-ce qu'on est sur un marché en croissance ? Le Covid, le télétravail, les confinements successifs, ils ont clairement suscité l'envie du consommateur de se sentir bien chez soi. Et donc, le marché du meuble, il a profité de ce boom. On le voit sur la courbe. On a une croissance qui est impressionnante depuis 2017, avec un marché du meuble qui a aussi été concerné par la transition du commerce vers le digital. Les ventes en ligne pour l'ameublement, elles ont considérablement augmenté depuis 2018-2020. On a l'Institut d'études et de promotion de l'ameublement qui rapporte une croissance des ventes de meubles et de décorations d'intérieur de 36% en juin 2020. C'est ce que vous voyez sur la courbe. Donc dans ce contexte-là, effectivement, il y a de belles perspectives pour les détaillants, sachant quand même que le pouvoir d'achat des Français et des Européens, mais aussi aux États-Unis, il est quand même rongé par l'inflation. Les ménages, ils se concentrent sur les achats de produits essentiels et donc ils font l'impasse sur les biens de consommation qui sont dits discrétionnaires, à l'image de l'ameublement par exemple. Donc c'est un contexte qui devrait encore peser sur l'activité de Maison du Monde. On le ressent sur les résultats, on le verra après. Donc le groupe, il a quand même, face à ça, multiplié les initiatives pour faire revenir ses clients dans ses magasins. Dans le cadre d'un plan qu'ils appellent 3C, client, coût et cash. Un autre point à noter, c'est que l'enseigne elle vient de faire son retour à la télévision après 8 ans d'absence, avec une nouvelle publicité. Donc on voit que ça bouge en termes de marketing, on voit qu'on cherche des solutions pour faire revenir les gens finalement dans les magasins, même s'ils ont une trentaine de pourcents de leur chiffre d'affaires qui est en ligne
Les magasins, ça représente quand même 70% de leur chiffre d'affaires, et ça, il faut bien le rentabiliser. Alors, est-ce que l'entreprise a un avantage compétitif ? Pour moi, pas réellement par rapport à la concurrence, notamment chinoise sur le secteur en ligne, qui arrive à avoir des prix beaucoup plus bas que Maison du Monde. Il y a quand même une image de marque pour Maison du Monde qui attire un certain type de clientèle. Mais pour moi, c'est pas assez solide pour parler d'un réel avantage compétitif pour la société. En termes de rentabilité, on a des marges qui sont plutôt faibles, hein, on le voit, elles sont largement inférieures à 10% et elles sont globalement en baisse. Donc ça, pour moi, ce sera un point négatif pour la société. Ensuite, en termes de résultats nets, on voit quand même qu'on fait du chiffre, que ça a bien diminué hein, en 2020, notamment avec le Covid. Hein, donc c'est une entreprise qui subit aussi peut-être encore aujourd'hui les déboires du Covid. On a des résultats qui ont déçu les marchés, hein, on le verra tout à l'heure, et un chiffre d'affaires qui est à peu près stable depuis 2018. Donc pas de point extrêmement positif, hein, c'est quand même une action une société qui est quand même en difficulté. Point d'attention, moi ici, qui me dérange un petit peu, c'est qu'au niveau du leverage, on est au-dessus de 3. Donc moi, je mettrais un petit carton en termes de leverage parce que je considère qu'au-dessus de 3, on est élevé et qu'en termes de gestion de l'endettement, c'est pas une très bonne chose. Hein. Donc en termes de poids de la dette, on est assez élevé. Mais néanmoins, en termes de trésorerie, on n'est pas mauvais, c'est assez stable. Donc c'est quand même une entreprise qui gère sa trésorerie. On voit qu'en 2018, on était très bas. Donc c'est quand même une entreprise qui a réussi, malgré le Covid, à maintenir une trésorerie assez correcte. En termes de ROE, Return on Equity, ce serait bien que l'entreprise elle réussisse à maintenir un ROE au-dessus de 10%. Là, on est assez faible quand même. Donc globalement, en termes de rentabilité, c'est pas le top du top, mais on voit quand même que c'est une entreprise qui a des bonnes bases et qui arrive quand même à gérer ça malgré les difficultés. Mais vous voyez, hein, là, en termes de notation, en termes de fondamentaux, on est très bas. Effectivement, hein, en termes de valorisation, ben, c'est sympa. Mais le reste n'est pas super. Le reste n'est pas super et généralement, vous verrez que des entreprises qui ont des fondamentaux assez bas, vous voyez que la valorisation est bonne parce que les investisseurs fuient un petit peu ces entreprises-là. On va aller voir un petit peu l'analyse technique. Donc comme je vous le disais, en termes de valorisation, on a un PER qui est assez bas. On voit aussi qu'on est sur une tendance baissière depuis quasiment l'introduction en bourse de l'entreprise. Ça peut ne pas s'arrêter là, hein. On peut très bien aller chercher encore plus bas. On est sur un plus bas, un all-time low, mais on pourrait très bien aller chercher encore plus bas. On est en dessous de toutes les moyennes mobiles. En termes de dividendes pour Maison du Monde, on est sur un dividende qui est détaché une fois par mois. On voit que c'est un dividende qui n'est pas stable, qui a été interrompu en 2020. Effectivement, crise Covid, mais c'est quand même toujours mieux si on arrive à maintenir ce dividende. Actuellement, si le dividende est maintenu, on serait sur un rendement annualisé de 6%. Mais pour moi, c'est pas un point positif sur le dividende parce que déjà, il est instable. Il peut être suspendu. Et même avec un payout de 48%, quasi 50%, vu la situation de la société, c'est pas ce qui va me donner envie. Donc c'est un dossier sur lequel il faut être prudent, sur lequel personnellement les conditions pour moi pour investir elles sont pas présentes. Donc personnellement je passe sur le dossier Maison du Monde. Maintenant qu'on a fait le point sur la société Maison du Monde, on va attaquer Coface. Et donc le groupe Coface, c'est une entreprise française qui est spécialisée dans le secteur de l'assurance et du crédit. Plus précisément, Coface c'est aujourd'hui un des leaders dans ce domaine et dans le monde. Donc ça, c'est un point plutôt positif pour nous.
On sait que le groupe a des activités qui dépendent en grande partie de l'évolution des taux d'intérêt. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est suivre avec le plus grand soin les publications et les annonces qui laissent entrevoir une quelconque modification des taux. Une autre chose à surveiller, ça va être les opérations qui visent à accroître la présence en ligne de Coface et donc sa commercialisation digitale, qui sont des bons indicateurs de croissance pour cette société. Le groupe Coface bénéficie aussi d'une très bonne capacité de financement et donc on prêtera attention aux prochains investissements qui seront réalisés par la société. En grande partie, le chiffre d'affaires de Coface il se répartit entre l'assurance crédit et les prestations de services qui sont liées à environ 90%, donc c'est majoritairement ça. Ensuite, on a des prestations d'affacturage, de l'assurance caution et des prestations de services de gestion de crédit. Mais globalement, on est plus sur de l'assurance crédit. En termes de répartition géographique, c'est assez bien réparti entre l'Europe de l'Ouest à 20%, la Méditerranée et l'Afrique à 25, 26, 27%, l'Europe du Nord à 20% toujours, l'Europe centrale à 10%, les États-Unis aussi avec 10%, l'Asie-Pacifique avec 8,5% et l'Amérique latine avec 6%. Donc en termes de répartition géographique, on est plutôt pas mal. Ça, c'est assez intéressant pour ce groupe-là. En termes d'actionnariat, il n'y a pas grand chose à dire. On voit quand même qu'on a des gros groupes, toujours comme Vanguard, JP Morgan, etc. Majoritairement, c'est Ark Capital qui possède le groupe des États-Unis. Et puis ensuite, c'est quand même de l'actionnariat minoritaire. On a un chiffre d'affaires qui est en croissance depuis 2018, avec des marges qui sont correctes pour le secteur d'activité, en légère croissance. Un résultat qui a bien augmenté aussi depuis 2018, en croissance quasi constante, sauf pour la période Covid. Donc ça, c'est assez intéressant. On n'a pas beaucoup d'informations sur la situation bilancielle. Du moins, on sait quand même qu'on a un ROE de 13,8%, ce qui reste correct en termes de rentabilité. C'est pas du tout rédhibitoire. On est au-dessus des 10%. On voit qu'on a eu quand même pas mal de difficultés 2018, 2019, 2020. On était en dessous des 10%. Il faudra faire attention à ça. Ce serait bien qu'on reste à ces niveaux-là, au-dessus des 10%. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer Coface et AXA, par exemple. Bon, en termes de rendement, effectivement, Coface, ça n'a rien à voir. On est sur du 12%. On double en termes de rendement sur le dividende. On ira quand même voir après la régularité de ce dividende entre AXA et Coface. En termes de chiffre d'affaires, on est plutôt stable pour AXA avec des marges aux alentours des 10%. Pour Coface, on voit qu'on est sur des marges qui sont plus élevées. Donc à peu près à 16-17% en moyenne. Donc ce qui est assez intéressant, donc un point positif pour Coface. En termes de ROE, comme on peut le voir ici, vous allez voir, on est sur des chiffres un petit peu similaires, mais je pense supérieurs pour Coface. Pour Coface, on est sur des chiffres qui sont un petit peu au-dessus. Vous voyez qu'on a quand même eu du 14-15% en 2021, mais globalement, il n'y a pas de grosse différence. Coface a mieux géré les années 2018-2019, etc. C'est pas des concurrents directs, mais ils exercent quand même dans un secteur d'activité similaire. On voit que on a un gros canal haussier juste ici qu'on n'a pas encore break. On est en bas du canal, donc pourquoi pas pour ceux qui sont intéressés par le dossier, ça peut être une zone intéressante. Support plus canal haussier, ça fait 2 supports. On est en dessous des petites moyennes mobiles. On est en dessous de toutes les moyennes mobiles, pardon. Donc on a entamé ici depuis mars 2023 une tendance baissière à moyen terme. On avait déjà eu ça, vous le voyez ici, en 2021, novembre 2021 jusqu'à septembre 2022. Mais globalement, là, on a une tendance haussière. À très long terme, c'est un dossier qui est assez stable. On est sur des niveaux qui datent de 2014. Donc en termes de croissance, c'est pas le top.
pour Coface. J'avoue que j'ai un avis mitigé, mais c'est aussi ce qui va me freiner, me dire non, écoute, si je suis pas sûr de moi, c'est pas un dossier sur lequel je vais investir. On l'a vu sur d'autres dossiers, hein, comme Téléperformance, etc. Si on n'est pas sûr si on n'est pas sûr à 100%, si toutes nos cases sont pas remplies, il vaut mieux passer en termes de dossier. Faut pas chercher des rendements euh, toujours magnifiques. C'est pas forcément ça qui va faire croître votre portefeuille finalement. Pour AXA, en termes de dividendes, c'est une fois par an, toujours. Et vous voyez que là, on a quand même une situation en termes de dividendes qui est beaucoup plus intéressante que celle de Coface, hein. Je vous la remets. On est instable, on est en croissance, mais bon, globalement, c'est plutôt stable, hein. Et on a eu des interruptions, alors que pour AXA, on voit que depuis les années 2010, on est quand même avec une très belle croissance, une baisse pendant le Covid, plusieurs splits, hein. Bon, cette politique-là, elle a dû être arrêtée parce qu'on voit qu'on n'en a plus depuis 2010, mais globalement, on a quand même un dividende, pour ceux qui sont intéressés par le dividende, qui est en croissance quasi constante, hormis 2020, grosse période de crise. Donc en termes de dividendes, avec un payout de 60, hein, en termes de dividendes, je trouve quand même que AXA maîtrise mieux la chose. Globalement, ce secteur-là, c'est un secteur qui recherche quand même de la rentabilité, hein. Vous voyez que vous avez vu par exemple sur le graphique d'AXA que ça faisait un moment qu'on était quand même à l'horizontale, on reprend un peu de vigueur ces dernières années. Il y a une augmentation quand même des sinistres, ce qui fait que, notamment dû au réchauffement climatique, etc., hein, il y a plein de facteurs qui entrent en compte, ce qui fait que c'est des entreprises qui sont en recherche de rendement, hein, finalement, et Coface, qui est plus spécialisé, lui, dans l'assurance crédit, arrive peut-être à tirer un petit peu plus son épingle du jeu, parce il va pas être impacté, pas beaucoup impacté par ces choses-là, moins impacté en tout cas qu'une entreprise comme AXA. C'est peut-être pour ça qu'il tire un petit peu mieux son épingle du jeu finalement en termes de marge, etc.